Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la robe numérique. Aujourd'hui, on va parler protection des marques, protection des noms de domaine, protection des boîtes mail, cybersécurité, propriété intellectuelle. Et là, vous vous dites, mais de quoi elle parle? Eh bien, on va parler avec Nameshield aujourd'hui de tous ces aspects. Alors Nameshield, pour ceux qui connaissent et qui ont les tempes un peu grises, c'est anciennement l'Observatoire des marques. C'est une société qui accompagne ses clients depuis donc plus de 30 ans et qui intervient sur les aspects cybersécurité et essaye d'anticiper au quotidien les défis des entreprises et des administrations. Donc vous l'avez compris, Nameshield ne parle qu'au corporate. Nameshield est un registrar, c'est-à-dire un bureau d'enregistrement. Les bureaux d'enregistrement, Kesako, eh bien, ce sont des prestataires de services qui ont comme charge la création, le renouvellement, le transfert, le changement de titulaire ou la suppression de vos noms de domaine. Et parce que Nameshield a cette stratégie exclusivement corporate, Nameshield a développé un champ d'intervention qui est autant lié à la cybersécurité qu'à la propriété intellectuelle des organisations. Donc, sur le volet propriété intellectuelle, on aura évidemment la protection de la marque et la veille autour de cet actif, on le dit pas assez, crucial pour les organisations. Et sur le volet cybersécurité, on est sur la protection du DNS, la sécurisation de la messagerie électronique, tout ce qui va être lié au risque de spoofing, de phishing, etc. Tous ces trucs en ing que Muriel Beauchaton, qui est directrice commerciale, va nous présenter. Mais Nameshield est aussi membre d'Exatrust, de First, du Clusif, de l'InterCertFR, bref, tout un tas de groupes et d'organisations sur le secteur. Mais au-delà d'être ce registrar souverain que nous allons présenter aujourd'hui, Nameshield a aussi un engagement sociétal hyper fort puisque c'est une entreprise qui est 100% détenue par ses salariés et par un fonds de dotation, le fonds Esperantia. Et comme c'est une anomalie, en tout cas dans ce monde de la cyber, c'est quand même assez rare, ma première question, Muriel, après t'avoir dit merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui parce que en plus on a une femme et c'est quand même assez rare, on le dit. C'est quoi ce fonds de dotation Esperantia? Bonjour Oriana et merci de m'avoir invité. Quel honneur sur ce podcast fameux de l'Europe numérique. Alors, qu'est-ce que le fonds de dotation Esperantia? C'est un fonds de dotation à destination des enfants et des jeunes adultes. L'objectif du fondateur de l'entreprise, il y a une trentaine d'années maintenant, était de donner du sens à l'activité qu'il allait lancer avant même qu'il sache qu'il allait lancer Napshield. Il avait à cœur de se positionner sur une action sociétale, sans vraiment savoir quels en seraient les contours. Et puis, l'activité Napshield a grandi et c'était assez logiquement en lien avec son histoire personnelle qu'il a voulu donner du sens sur le fait d'aider les enfants qui ont peut-être un démarrage plus difficile que d'autres dans la vie, ou les jeunes adultes qui ont peut-être fait l'objet d'une sortie de route sans trop de conséquences, mais qui ont besoin d'un marchepied pour prendre peut-être plus facilement l'ascenseur social. Donc l'objectif de ce fonds de dotation, c'est de créer un écosystème avec des associations qui ont chacune des missions qui tournent autour de l'enfance et des jeunes adultes. On va pouvoir avoir les apprentis d'Auteuil, Parrain par mille, qui ont chacune des initiatives très complémentaires. Et donc Nameshield reverse 1% de son chiffre d'affaires, et donc par là même les clients de Nameshield, à ces différentes associations. La volonté de l'entreprise a été de se focaliser sur le circuit court associatif, puisque l'entreprise est angevine, donc on aide des associations qui ont une implantation territoriale. Et ça nous permet aussi d'avoir un lien direct humain, hein, et de voir les enfants qui bénéficient de ces initiatives, puisque les salariés eux-mêmes ont un engagement associatif fort. On a un accord d'entreprise qui permet à chaque salarié d'offrir 2 jours par an d'action associative au sein des associations de l'écosystème Espérantia. Bon, en tout cas, c'était important pour moi de le souligner parce que c'est quand même assez rare et donc matérialiser cet engagement et le souligner ici, ça me paraissait important. Bravo pour cet engagement. Alors,
On va retourner sur vos métiers. On a dit cybersécurité, propriété intellectuelle, donc immatériel, actif immatériel de l'entreprise. Alors, on va aller sur votre métier premier, qui était lié à la protection de la marque. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites pour les organisations que vous accompagnez, donc grande entreprise, collectivité territoriale, donc administration publique. Est-ce que tu peux nous donner un peu des cas d'usage que vous avez régulièrement? Alors, tout à fait. Alors, tu l'as dit en introduction, le positionnement de Nameshield, c'est un positionnement 100% corporate. Donc, notre mission, c'est d'aider des entreprises ou des organisations qui ont des problématiques différentes, je dirais, de Madame Michu au regard de l'Internet. Le métier de base de Nameshield, c'est d'être registrard. Un registrar, il va avoir la possibilité de fournir des noms de domaine à ses clients. Donc du .fr pour la FNIC, du .com. Mais aujourd'hui, le territoire de nommage est colossal. Et donc, une entreprise française présente à l'international va potentiellement avoir besoin d'un nom de domaine en Roumanie, au Zimbabwe, au Brésil, en Amérique du Sud, d'une manière générale, enfin bref, partout dans le monde. Et donc, on va fournir des services et une expertise pour avoir la possibilité de déployer ces noms de domaine partout dans le monde, puisque chaque pays, je dirais, a quasiment son mode de déploiement de nom de domaine différent, et donc ça nécessite une expertise à proprement parler. Quand on a dit ça, on a dit le core business historique de Nameshield, mais finalement, on a ouvert une toute petite porte de l'asset numérique qu'est le nom de domaine, puisqu'il ne s'agit pas que de savoir le déposer, le renouveler, il faut aussi pouvoir le protéger. Et donc, dans cet aspect-là, on parle à deux communautés qui, j'ai l'impression, il n'y a encore pas si longtemps que ça, se parlaient peu et tend à se parler de plus en plus. Donc, la communauté plutôt de la propriété intellectuelle et la communauté cyber, qui finalement ont des intérêts communs et s'en rendent compte, malheureusement, au regard des différentes attaques dont sont ciblent les entreprises. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est de surveiller, monitorer tout ce qui va être usage frauduleux de votre marque sur Internet via les noms de domaine. Soit par l'intermédiaire de noms de domaine tiers, déposés par des fraudeurs qui vont faire ce qu'on appelle du look-like, donc des noms de domaine qui vous ressemblent et qui vont structurer des fraudes sur ces domaines, soit directement par des atteintes sur votre nom de domaine officiel, alors soit des atteintes techniques liées au DNS et à la frein DNS, soit des atteintes techniques liées à la messagerie et donc à la corruption de votre messagerie par du spoofing, tu l'as évoqué tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux donner la définition de spoofing? Alors, la définition en anglais dans le texte, en français dans le texte, non, parce que comme je parle de spoofing toute la journée, je crois que je suis même pas en mesure de dire ce que c'est en français. Mais l'action de spoofer, ça, je peux le dire, bien sûr. Il s'agit de pénétrer dans votre messagerie officielle et de se substituer en tant qu'émetteur d'email. Donc, si je donne un cas d'usage, Oriana, tu peux aujourd'hui envoyer un email de ta boîte mail officielle sans que ce soit toi réellement qui ai envoyé un email. Donc, autrement dit, quelqu'un rentre dans ta messagerie et envoie de ta vraie boîte mail un message dont toi, tu ne souhaitais pas être l'émetteur. C'est hyper angoissant en vrai. Ah, alors, c'est un peu pénible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, un peu oui, alors, pénible et très stressant. alors c'est pénible, stressant, et puis compte tenu du caractère critique des échanges qui sont faits au quotidien dans les organisations et les entreprises, effectivement, c'est assez critique. Alors, on parle beaucoup de phishing, donc comme tu disais, c'est une autre attaque en ligne qui a vocation à, via quelque chose de ressemblant, à aller récupérer des informations. Ça, aujourd'hui, je pense que le grand public commence à être assez sensibilisé à ces problématiques de phishing. Qui n'a jamais reçu un email de la sécurité sociale pour récupérer ses logins, ses mots de passe, ou un faux email soi-disant de sa banque? Ça, c'est assez commun. Le spoofing, c'est c'est parfaitement invisible à l'œil nu. Et pourtant, c'est assez simple de s'en prémunir. Mais la responsabilité est réservée finalement aux détenteurs de la messagerie. Je crois qu'il y a un dicton qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer qu'il doit protéger ses émetteurs de la réception d'emails frauduleux. Avec le développement de la législation, je me garderais bien de dire que nul n'est censé ignorer la loi.
parce que franchement, c'est quand même de plus en plus compliqué. Ah bah, sur nos métiers, c'est assez touffu et velu. En tout cas, si on se concentre sur ce fameux spoofing, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, ignorer qu'il est possible de sécuriser, sa messagerie via une bonne configuration des marques, et c'est là que la foire aux acronymes, commence, bah, c'est un peu dommage, notamment, dans les services, dans les départements sécurité, ou dans les départements informatiques d'une manière générale. C'est une relative simple configuration qui doit être mise au sein de la zone du nom de domaine. Donc là, on reboucle sur mon métier d'origine. Le nom de domaine, c'est un asset éminemment propriété intellectuelle, on a dit, mais c'est aussi un asset très technique, hein, parce que c'est grâce au nom de domaine que vous recevez des emails, vous avez un site internet qui fonctionne, un site e-commerce, etc. Et donc, ce nom de domaine, il a un certain nombre de configurations techniques qui sont renseignées. Et donc, il y a un petit enregistrement. Alors, il y a du SPF, du DKIM, du NIMARC. J'espère qu'Orianette est toujours là. Parce qu'il faut pas, il Moi, faut je pas. suis toujours là. Nos auditeurs, Voilà. je sais pas, hein. Et voilà, bah, c'est la question. Muriel, attention. Il faut pas lâcher. En tout cas, ces trois acronymes, certainement que la communauté IT les ont déjà entendus. Et l'acronyme le plus important, c'est ce fameux DMARC, qui doit être bien renseigné, bien sécurisé, pour s'assurer que quand vous envoyez un mail, tout simplement, c'est bien vous qui le faites, quoi. Alors, si on vous a pas perdu et que vous nous écoutez toujours, la question que j'ai envie de te poser, Muriel, c'est est-ce que c'est compliqué de paramétrer quand on est client Nameshield? Comment on a cette gestion? Est-ce que c'est au travers d'un portail? Est-ce qu'il faut être hyper expert pour utiliser votre solution? Finalement, est-ce que Alors, ça c'est possible de l'utiliser quand on est une TPE, une PME, un grand compte? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, ça reste une expertise relativement niche. Donc, si vous souhaitez vous êtes dans un département technique et vous souhaitez monter en compétence sur le démarque, vous allez gagner du temps à travailler avec un acteur comme Nameshield. Alors, il y en a d'autres sur la place, euh, euh, qui va vous aider à paramétrer, en tout cas faire le paramétrage le plus optimisé pour éviter toutes ces fraudes. Euh, mais il est tout à fait possible que vous montiez en compétence tout seul. Il y a de la littérature qui commence à exister. Après, la problématique du démarque, c'est qu'on travaille sur l'authentification des emails pour s'assurer que c'est bien vous qui envoyez, mais on travaille aussi sur la délivrabilité de l'email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites, entre guillemets, des paramétrages un peu simplistes, vous pouvez mettre en péril aussi la bonne réception de vos vrais emails officiels. Donc, typiquement, si vous avez une activité où vous envoyez des newsletters, si vous faites pas mal de e-marketing, et que vous avez fait un paramétrage un peu à la hache, je dirais, pour vous dire, bon, bah là, je suis sûre que personne ne va me spoofer, et ben, vous risquez d'avoir vos services marketing qui reviennent vers vous en disant, bah, disons, je ne comprends pas, ma newsletter que j'envoie, il n'y a plus personne qui la reçoit. Ah bah Oui, oui, parce qu'on est effectivement. tombé dans les indésirables, en fait. Exactement. OK. Donc, il y a un peu de finesse pour s'assurer d'avoir fait quelque chose de propre, de sécure, mais qui finalement n'entraîne pas des effets de bord désagréables d'un point de vue opérationnel. Et donc là, chez Nameshield, c'est tout clé en main. On s'occupe, on vous prend par la main et on vous assure que tout est au carré. OK, donc si on est client Nameshield, on n'a pas besoin d'une expertise de dingue. Rien. Vous a Vous y connaissez rien, vous nous appelez, ça se passera très bien. Très bien. OK, donc là, on le voit, en fait, hein, tout ce que tu nous as expliqué, c'est un pont entre la cybersécurité et la protection de la propriété intellectuelle, en fait, de la marque. Il y a un pont Bah, naturel. très clairement, alors c'est une plaisanterie qu'on se donne régulièrement, c'est un running gag en interne chez Nameshield, mais on dit souvent qu'on est un peu, alors je crois qu'on a le droit, on n'a pas le droit de dire qu'une seule marque, donc le meeting, le happen et le Tinder, voilà, j'en ai dit trois, c'est bon, je suis au carré, au sein des entreprises de services qui se parlent assez peu finalement. Et donc il est assez fréquent qu'on fasse des réunions de comité de pilotage, cyber threat intelligence, surveillance et lutte contre l'usurpation d'identité, dans lequel il y a des gens qui se rencontrent pour la première fois du service propriété intellectuelle et de la sécu. Oui, oui, ça peut surprendre, mais ça nous arrive régulièrement. Ouais, bah, lutter contre la vie en silo dans les entreprises. Hem, il faut avoir un gros budget pour être chez Nameshield? Alors, vous avez un budget en fonction de votre taille, c'est-à-dire que vous êtes un très gros acteur international, et bien vous aurez énormément d'assets à protéger, donc votre budget sera forcément colossal, en tout cas en lien avec le nombre d'assets à protéger. Vous avez une activité avec un asset unique à protéger, même si vous êtes très gros, mais vous avez qu'une seule marque et qu'un nom de domaine sur lequel vous allez capitaliser, votre budget sera assez modéré. Alors justement, sur la question des assets, ça me vient comme ça.
aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont là pour aider les organisations à identifier le nombre d'assets qu'elles ont. Comment ça se passe chez vous? Parce que là, moi, si je viens, je vais te dire, j'ai 2, 3 noms de domaine. En réalité, j'en ai 7. Voilà, Alors, l'écart. ton exemple est assez drôle parce que il est pas rare que je fasse des rendez-vous avec des clients. Et évidemment, la première question, c'est combien vous avez de noms de domaine connus. Et je vais avoir des clients qui vont dire, ah, j'en ai plein, j'en ai 20. Et puis j'en ai d'autres qui vont me dire, oh, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2500. En fait, cette variation, en tout cas cette variable du volume, elle est directement corrélée à l'activité de votre entreprise. Et donc aujourd'hui, je travaille avec des entreprises qui ont un nom de domaine ou 5, mais ultra critiques, et d'autres qui ont 10 000 noms de domaine. Ça, c'est directement lié au nombre de marques à protéger. Et puis, bah, j'ai des clients qui pensent connaître leur parc, et en fait, il y a toute une partie inconnue à explorer. Et donc, on va les aider à reconsolider leurs assets. Alors, ça peut s'expliquer parce qu'il y a eu une forte décentralisation en termes de politique de gestion, beaucoup de shadow IT, par exemple, et donc une grande autonomie. Et là, d'un seul coup, j'ai un sponsor dans l'entreprise qui se dit, bah non, il faut que ça s'arrête. Je vais tout repiloter et je vais l'aider à faire une cartographie finalement de l'ensemble de ces assets. Ça peut aussi s'expliquer parce qu'il y a eu des rachats successifs et que l'organisation de l'entreprise a fait qu'on a perdu le fil. Et parfois, parce qu'il n'y a pas eu de politique vraiment de protection, et donc il y a plein de choses qui ont été faites dans tous les sens, des agences web qui ont déposé de leur côté. Voilà, c'est vraiment souvent la gestion des noms de domaine est souvent le reflet de la façon dont les assets d'une manière générale sont administrés en entreprise, donc c'est assez intéressant. Donc nous, on a tous les outils pour vous permettre d'avoir à l'instant T une vision exhaustive de ce qui doit vous appartenir. Exhaustive. Absolument. Exhaustive parce qu'on va coupler un certain nombre de faisceaux d'indices qui vont être la propriété du nom, la reprise de la marque, le contenu du site, l'hébergeur, l'infra-DNS. Enfin, en fait, le nom de domaine, c'est une multitude d'informations quand on sait les exploiter. Muriel, j'ai quand même une question. Pourquoi être ISO? Ah, c'est une bonne question, Oriana, je me la pose, quasiment tous les jours, parce que bon, je crois qu'il y a une jeune fille sur internet qui a fait un gros mème parce qu'elle a dit, sur un plateau télé qu'elle était pas venue là pour souffrir. C'est un peu ce qu'on se dit tous les jours, quand on passe les audits ou qu'on regarde le cadre normatif qui nous est imposé par cette norme, ISO 27001, qui est une norme à destination, de la sécurisation, enfin de la garantie de sécurisation du management de nos systèmes d'information. Alors évidemment, dit comme ça, c'est pas très parlant. L'objectif, c'est quoi? C'est de rentrer dans un cadre réglementaire de la gestion de l'information en interne, aussi bien pour les informations qui concernent l'entreprise que, et c'est là que c'est le nerf de la guerre, les informations qui concernent les clients que nous gérons. Il y a 7-8 ans maintenant, notre DSI avait identifié cette norme comme, un prérequis vu futur, en tout cas, quelque chose qui avait du sens dans notre secteur d'activité, et on s'est lancé dans l'aventure, sans trop savoir, ce qui nous attendait, en termes de charges et les conséquences en interne, les ressources nécessaires, la bande passante, et les conséquences organisationnelles. On était une quarantaine à l'époque, et aujourd'hui on est plus de 100. Et on a maintenu, hein, on est régulièrement, audité pour le maintien de cette certification. On est d'ailleurs en ce moment même en plein audit, de renouvellement de la norme, et on a eu le nez creux parce qu'en Europe aujourd'hui, on n'est que 2 acteurs sur la partie registrar à avoir fait le choix de cette certification, et ça devient, pour certaines organisations, un prérequis. Donc on a gagné du temps, en s'y mettant, bien en avance, et puis ça va, à mon sens, dans le sens, de plus de sécurité dans les années à venir, et cette certification, devient, alors pas un essentiel parce qu'elle est quand même très contraignante, mais quand on l'a, on c'est un vrai différenciateur. Est-ce que tu penses que ça va devenir ou que c'est aujourd'hui une forme de prérequis? Bah, nous, on le souhaite, en tout cas, dans bon nombre de consultations auxquelles on répond, où on est, étrillé par les services sécurité qui nous demandent de répondre à des PAS. Donc qu'est-ce que le PAS? Encore un acronyme formidable, Oriana. Un plan d'assurance sécurité, ou on peut dire aussi un SIP, un Security Insurance Plan. De plus en plus d'entreprises nous fournissent ces fameux PAS, qui sont des cadres normatifs d'application de la sécu, au sein des entreprises, et dans 90 des cas, ça reprend finalement, la grille de lecture,
qu'on traverse quand on regarde la norme ISO. Donc nous, on gagne beaucoup de temps pour répondre à ces fameux questionnaires de sécurité. Donc le prérequis, ça va dans ce sens. Donc je note que t'es pas venu là pour souffrir, mais que tu es d'accord de faire souffrir les autres, quoi. Tant que c'est pas moi qui réponds au questionnaire, ça me va bien, Rihanna. C'est très bien. Petit big up à mon directeur du développement et à mon CTO, Florent OK, et Arnaud, ils se reconnaîtront. d'accord. On va aussi faire un big up à un de vos clients qui est venu faire un podcast, l'épisode 10 pour les plus assidus d'entre vous, qui est Bertrand Realini, qui est manager de nom de domaine à la BNP et qui a ô combien Et du travail. et pas que, hard Oui et pas rocker à que, 16 heures. c'est vrai. J'espère qu'il écoutera. On va le taguer. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter spécifiquement ou sinon je te pose directement nos 2 dernières questions? Ah bah, rajouter que je suis hyper contente d'avoir été invitée, sur ce podcast, que c'était ma première re expérience, d'invitée à un podcast de qualité, et donc je suis ravie, j'ai envie d'en faire d'autres. Si certains auditeurs ont des podcasts, invitez-moi, c'est quand vous voulez. OK, très bien. C'est bien noté. Donc, ton 06, non, je plaisante. Je Du coup je ne suis pas une fille facile, il faudra quand même me convaincre. très bien. Du coup, à quoi tu as envie de dire non aujourd'hui? Ah, j'ai envie de dire non aux journées nocturnes interminables du mois de décembre, où on ne voit jamais le soleil. Très bien. OK, en effet. C'est trop Et à long. quoi as-tu envie de dire oui? Mais j'ai envie de dire oui aux décorations et aux luminaires de Noël parce que j'adore cette période de fête de fin d'année. Ah oui. Et en LED? En LED, ça passe? Bien sûr, la sobriété énergétique, est évidemment de mise. Très bien. Bon, bah, ça me paraît très bien pour conclure ce podcast. Merci beaucoup Muriel d'être, venue au micro de la robe numérique. Tu reviens quand tu veux nous présenter les actus Nameshield et Génial. puis peut-être que ça pourrait être intéressant d'ailleurs si nos auditeurs le souhaitent, qu'on fasse peut-être un retour d'expérience client sur, une difficulté particulière qui a été rencontrée par rapport aux actualités en cybersécurité, protection des marques. C'est pas comme si on avait des sujets qui manquaient. Donc, Excellente idée, j'ai plein de candidats à des rex sur le sujet, donc avec grand plaisir. bah, super. Bon, bah, du coup, je te dis à bientôt. À bientôt Rihanna, c'est un plaisir.